Bonjour à tous, alors petite annonce avant de commencer la vidéo, comme je souhaite développer toujours plus la chaîne en vous proposant des vidéos plus poussées ainsi que toujours plus d'invités, j'ai décidé de créer un Tipeee. Voilà, je refuse de monétiser ma chaîne pour pas vous inonder de pubs, mais aussi pour garder un peu les droits d'auteur de films que je choisis de vous montrer. Donc je pense que c'est une solution qui n'exige aucune obligation de votre part, ni vraiment de la mienne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma page que je vous mets en description, et merci d'avance à tous ceux qui y contribueront, ça sera vraiment pour moi un super soutien. Bonne vidéo à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du parcours d'un cinéaste français que j'apprécie beaucoup, déjà car il a participé à développer ma cinéphilie à mon jeune âge, mais aussi car son œuvre a très souvent été sujet à controverses et polémiques. Et malgré ça, son style de mise en scène a toujours paru pour moi singulier et unique en son genre, faisant de lui un réalisateur que je trouve brillant. Et d'ailleurs en ce moment pas mal de ses films ressortent au cinéma restaurés, donc c'est aussi l'occasion de vous en parler un peu. Je vous présente donc le réalisateur Bertrand Blier. Bertrand Blier naît en 1939 à Boulogne-Billancourt. Fils de l'acteur renommé Bernard Blier, il grandit dans un milieu bourgeois aisé. Mais malgré une enfance dans ce milieu, les tensions entre lui et son père sont grandes. Entre les angoisses de Bernard Blier durant la Seconde Guerre mondiale d'être embarqué et sa présence physique menaçante, Bertrand Blier vit une enfance assez violente entre les disputes conjugales mais aussi physiques que son père avait tendance à avoir sur sa femme et lui. Mais malgré ça, c'est lui qui commence à l'amener sur des plateaux de tournage et à lui apprendre des choses sur le cinéma en lui faisant rencontrer notamment de grands noms. Il arpente alors très jeune les plateaux de tournage et commence dans le milieu en étant assistant réalisateur pour Georges Lautner, cinéaste à qui on doit entre autres Les Tontons Flingueurs ou En plein cirage au début des années 60. De ce déclic, Bertrand Blier expliquera plus tard que la relation entre son père et lui donna autant de mal que de bien dans sa carrière. Bertrand Blier côtoie donc vite beaucoup de grands réalisateurs de l'époque, mais celui qui va lui donner envie de faire du cinéma, c'est Henri-Georges Clouzot, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui lui est consacrée. Sa rencontre avec le cinéaste, mais particulièrement son film Le Mystère Picasso, vont le transformer et lui donner envie de réaliser. Il obtient quelques premiers budgets sans difficulté particulière et sort en 1963 son tout premier film, Hitler connaît pas. Ce documentaire filmé avec des méthodes de fiction, avec des personnages maquillés, éclairés dans un studio, marque déjà les préambules de ce que sera le cinéma de Bertrand Blier, avec cette volonté de jouer avec le montage et aussi avec le quatrième mur, en filmant délibérément le studio, les caméras, les projecteurs, pendant les témoignages d'un petit groupe de jeunes de 16 à 21 ans. Filmés un à un, venant de plusieurs milieux sociaux, et ne s'étant jamais rencontrés entre eux avant le tournage, ces jeunes racontent leurs histoires et leurs doutes quant à leur avenir. Entre la question du mariage, du travail, des conditions sociales, l'amour oisif, l'héritage, c'est une jeunesse en proie au doute qui est mise en avant par la caméra de Bertrand Blier. Une jeunesse qui sera en première ligne lors des premières manifestations de mai 68, 5 ans plus tard. Ce documentaire est assez brillant puisqu'il joue justement avec le montage pour donner des sensations d'écoute entre les personnages, en jouant avec leurs réactions, leurs moments d'égarement. Et c'est parfois drôle ou absurde, parfois triste, et le fait de filmer ce studio et les cadreurs immobiles donne un ton étrange, comme une grande pause dans le temps pendant ces témoignages. Le film a un petit succès et permet à Bertrand Blier de réaliser un deuxième long métrage, cette fois de fiction, qui s'appelle Si j'étais un espion en 1967, dans lequel il fait par ailleurs jouer son père. Mais malgré des retours critiques assez positifs, le film connaît un véritable échec commercial. Bertrand Blier pense alors que sa carrière est terminée et se consacre les prochaines années de sa vie à écrire, dans l'espoir de devenir écrivain ou romancier. Au début des années 70, alors que le pays est au cœur des revendications féministes et sociales, Bertrand Blier écrit un roman qui se nomme Les Valseuses. Reculé de tout pendant plusieurs années, il finit par le terminer et le publie en 1972. Entre un Clouzot sceptique quant au sujet du livre et un Lautner persuadé du chef-d'œuvre, le livre est un immense succès en librairie. Et c'est très vite qu'un producteur décide d'acquérir les droits pour proposer à Bertrand Blier de l'adapter en film au cinéma. Seulement voilà, Les Valseuses a tout pour faire polémique. On suit deux voyous de banlieue commettant des petits délits. Ils sont recherchés par la police pour un crime qu'ils n'ont pas commis, mais profitant de leur liberté, les deux personnages tuent le temps en faisant tout et n'importe quoi. Ils volent des objets, mais aussi des sacs de femmes dans la rue, les agressent, les harcèlent, et tripotent même notamment une femme dans le wagon d'un train. Durant leur escapade, ils font la rencontre d'une femme qui va les suivre, et ce triangle amoureux enchaînera les séquences de sexe délibéré, jusqu'à coucher avec une jeune Isabelle Huppert de 16 ans. Un sujet donc bien lourd et très polémique, la mise en place du marketing pour attirer les foules joue d'ailleurs sur l'humour, avec notamment cette bande-annonce sans image, qui rappelle ce que veut dire les valseuses dans le film. Imaginons ceux qui ont des roustons, des roupettes, des boules, des bougnes, des bourses, des burnes, des bonbons, des burettes, des ronfles, des rouleaux, des précieuses, des joyeuses,
des montgolfières, des castagnettes, des délinquantes, sans oublier les bijoux de famille, les voisines du dessous, les 2 orphelines, et surtout, les valseuses. Et le film joue aussi de ses célébrités grandissantes avec Patrick Devers, Gérard Depardieu et Miu Miu. Le film sort en 1974 et est interdit en salle en moins de 16 ans. Mais malgré cette interdiction et des retours critiques très virulents, notamment venant de conservateurs catholiques jugeant le film comme une pornographie à ciel ouvert, le film est un carton au box-office. Il devient le 3e plus gros succès de l'année avec presque 6 millions d'entrées, c'est énorme. Ce qui permet à Bertrand Blier de réaliser très vite son prochain film en 1976, Calmos. Là aussi, un film qui a beaucoup fait hurler pour son prétendu machisme, en pleine période où les femmes réclament plus de droits, et la même année où se crée une journée internationale de la femme. Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Vous pourriez être aimable. En quel honneur? Ça c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit lui demander un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous croyez pas que c'est un homme fatigué? À 2 doigts du break? Vous cherchez un incident ou quoi? Ça alors? Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier? Non, de Montrouge. Dans ce film, c'est de nouveau 2 hommes que l'on suit qui en ont ras-le-bol des femmes et veulent retrouver le calme d'une maison en campagne avec du vin et du saucisson. Roussel aimerait ce film, je pense. Et c'est un de mes films préférés du réalisateur et on en reparle tout de suite après. Encore une fois donc, malgré des retours très virulents, le film est plutôt un joli succès. Et par la suite, Bertrand Blier va réaliser une quinzaine d'autres films et va continuer à rester dans un cinéma iconoclaste et anticonformiste pendant plusieurs décennies. Il continue de jouer avec le 4e mur et sort des acteurs de leur confort de bellâtre du cinéma comme Alain Delon dans Notre Histoire, un de ses rares rôles comiques, va traiter de l'amour aux grands écarts d'âge dans Beau-Père, de l'amour passionnel étrange et de la tromperie dans Trop belle pour toi, La femme de mon pote ou Mon homme, mais aussi de l'homosexualité dans Tenue de soirée. Quant à l'un de ses plus gros succès, Buffet froid, c'est un polar complètement absurde qui joue avec les codes du genre pour délivrer une comédie plus accessible que le reste de sa filmographie, mais pas moins passionnante à regarder. Les années 90 sont une décennie où le succès se fait plus rare, et aussi pour moi le moment où son cinéma commence un peu à tomber dans son propre piège. Le début des années 2000 est aussi un échec critique et commercial, avec Les Côtelettes en 2003 qui fait moins de 100 000 entrées, et son dernier film en date, Convoi exceptionnel, est sorti en 2019 et a connu beaucoup de retours négatifs malgré un très léger succès avec 122 000 entrées. Aujourd'hui, Bertrand Blier a 84 ans et il n'est pas dit qu'il réalisera d'autres films à l'avenir. Mais se définissant lui-même comme un écrivain de cinéma, il est important de souligner que sa deuxième patte artistique se situe dans les livres. Quelques-uns de ses films sont en effet des adaptations de ses propres œuvres littéraires, Les Valseuses, on l'a dit, mais aussi Beau-Père, qu'il adapte en 1981, ou encore Les Côtelettes, qu'il publie en 1997 et adapte en 2003, et en 2022 est sorti son dernier livre, Fragile des bronches. Bref, Bertrand Blier semble avoir pris du recul sur le monde du cinéma, mais son œuvre a beaucoup fait parler d'elle, et sa manière de mettre en scène est assez unique en son genre. Déjà, il est intéressant d'observer que le cinéma de Bertrand Blier n'a pas réellement de lieu défini. La plupart de ses films suivent des personnages qui n'ont pas vraiment de chez eux, ils errent, ils suivent un parcours, découvrent et suivent des endroits sans jamais les définir. Ces films sont comme des road trips géants sans repère particulier géographique. Déjà dans Les Valseuses, le principe du film étant 2 hommes qui errent, mais aussi Calmos où les personnages parcourent des montagnes, des villages, des lignes de chemin de fer pour tenter de fuir les femmes, ou bien dans plusieurs appartements et maisons qui ne leur appartiennent pas ou qui n'ont aucun sens comme dans Notre Histoire, Tenue de soirée et même dans son dernier Convoi exceptionnel où les 2 personnages traversent des rues vides de tout. De même pour son film Merci la vie en 1991 qui est la quintessence du non-sens dans les repères géographiques ou 1, 2, 3 soleil qui se déroule dans une banlieue marseillaise un peu étrange. Ça créait vraiment une drôle de sensation, un peu fantastique, comme si l'univers de Blier n'était ancré dans aucun repère particulier de société, tout en y intégrant des problématiques liées à celle-ci comme les conditions sociales, la liberté sexuelle. Mais Bertrand Blier est surtout très connu pour ses dialogues provocateurs mais incroyables dans leur rythme et dans leur construction grossière et décalée qui penche souvent vers l'absurde des situations. Tu le trouves pas un peu bizarre, toi, ce mec? Quel point de vue? T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? C'est pas exclu? Mais j'ai jamais tué personne, moi. Je suis un artiste, je suis un musicien, je suis 3e violon à l'opéra. Qu'est-ce que ça dit? Je vous dis que je suis un simple musicien. Un petit violoniste complètement insignifiant. Mettez-lui les menottes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège. On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages. Ça me scie les nerfs, moi, le violon. Je suis allergique. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas? Tu te sens pas un joueur? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Tout à l'heure, t'as eu un sursaut d'orgueil, ça m'a plu. On va jouer carte sur table tous les deux. J'accepte le principe du rendez-vous, seulement c'est moi qui le donne. Et ce sera pas dans un mois, ce sera demain soir, vu? Un handicap de 24 heures. 24 heures de sursis, 24 heures pour cavaler. Hop, 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 hop. J'aime bien sentir que l'ennemi crapahute pendant que je suis sur ses talons. La chasse, c'est ça qui m'excite. Faire courir le canac. Le traquer jour et nuit. Sentir sa pisse dans les fougères. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Un impromptu de Schubert. C'est toi qui as acheté ça? Oui. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? T'as très bien entendu. Je te demande pourquoi faire. Mais enfin, l'engueule pas. C'est son prof de musique, il a un exposé à faire sur Schubert. Un exposé? Oui, un exposé. Sa vie, son œuvre, son influence. Oui, mais moi, elle me bouleverse, cette musique. Très souvent, ça fait tellement mouche que la plupart de ses répliques de ses premiers films sont connues, même par ceux n'ayant pas vu les films. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Il n'est pas étonnant de lire d'ailleurs que Michel Audiard, célèbre dialoguiste français à qui on doit notamment les somptueux dialogues des Tontons Flingueurs, Un singe en hiver ou encore 100 000 $ au soleil, est une de ses principales références pour construire ses répliques. Tout cela tient aussi d'une dynamique qu'il entretient dans sa direction d'acteur, en misant souvent sur une colère désabusée, des réactions disproportionnées, qui contrastent avec des moments de douceur un peu insolites ou bien carrément des scènes très violentes filmées de manière à rendre l'expérience troublante. L'un de mes films préférés de lui, Beau-père, qu'il réalise en 1981, relève beaucoup de cette approche. Dans ce film, qui est finalement assez différent du reste de sa filmographie car ne baignant pas tant que ça dans l'absurde, on suit un homme qui tombe amoureux de sa belle-fille de 16 ans. Aïe. Mais malgré cette histoire d'amour gênante et pas si évidente à regarder, Bertrand Blier pose son cadre et crée des scènes langoureuses prises d'un amour sincère que s'échangent les deux protagonistes. Dire des bêtises, Marion, c'est une chose. Je veux bien qu'on dise des bêtises tous les deux. Ce qui est important, c'est de ne pas les faire. Il y a des tas de choses dont on peut rêver dans la vie et qu'on fait jamais. T'es en train de penser à une grosse bêtise. Moi aussi, j'y pense. On y pense tous les deux. À la même bêtise. Mais on va pas la faire. Tu comprends? Et si c'était pas une bêtise? Le film est donc d'une beauté incroyable, mais moralement très douteux. Et c'est d'ailleurs le propre du cinéma de Bertrand Blier. Pendant les années 70 et 80, il fait beaucoup réagir. Déjà avec Les Valseuses, Blier frappait fort, avec Calmos pareil, son cinéma a dans ses débuts été considéré comme profondément misogyne en mettant en scène des hommes profitant de leur force pour obtenir ce qu'ils veulent des femmes. Calmos prenait la tangente inverse mais en montrant les femmes comme des obsédés du sexe qui désirent fortement retrouver leurs hommes pour coucher. Inutile de vous expliquer ce qui a pu gêner dans Beau-père et la plupart de ces films n'hésitent pas non plus à mettre en scène l'adultère du côté de la femme. Mais je pense qu'on se trompe un peu dans ce jugement. Bertrand Blier a au contraire souvent tendance à mettre en scène des tocards ou des abrutis dans ses films. Et le côté absurde va justement servir à rendre l'expérience très drôle en nous moquant d'eux, comme c'est le cas dans Calmos. Les valseuses, ce sont des truands sans morale. Dans Notre Histoire, sorti en 1979, Blier profite du charisme connu d'Alain Delon à l'époque pour créer un personnage complètement différent, une espèce de clown dépressif, alcoolique et lâche, ne sachant jamais quelle décision prendre face à cette femme qu'il rencontre dans un train, quitte à partir dans l'absurdité la plus totale dans le film en la suivant partout, croyant que c'est la femme de sa vie. J'ai 33 ans, je suis divorcée, j'habite toute seule dans un petit chalet silencieux. Et dans le temps, c'était une maison pleine de rires, de poursuites, de bagarres. Maintenant, il reste plus que des lits superposés vides, une chambre abandonnée, des jouets qui rouillent dans un placard et un alcoolique parasite qui essaye de s'incruster dans mon cafard. Je suis pas un alcoolique, je bois parce que j'ai une boule dans la gorge. Dans Trop belle pour toi ou Beau-père, il filme la faiblesse des hommes à céder aux tentations.
Les femmes sont donc, il est vrai, plus discrètes et semblent n'être que des objets sexuels, mais c'est justement dans ce contraste entre la surprésence des hommes à raconter parfois n'importe quoi, à justifier des choses qui n'ont aucun sens, que la posture de la femme se retrouve désemparée face à cette stupidité. Dans Calmos, elles veulent coucher avec leur mari, mais ils fuient en permanence. Dans notre histoire, elle prend complètement l'ascendant sur le personnage d'Alain Delon. Dans Tenue de soirée, la femme retrouve du désir face à un homme qui fait découvrir une relation homosexuelle à son mari, ce qui est d'ailleurs une question masculine qui va plus toucher les hommes que les femmes. J'ai rarement vu un film comme ça traitant de l'attirance entre le même sexe. Enfin voilà, j'ai plus souvent eu l'impression que le cinéma de Bertrand Blier avait tendance à se moquer lourdement, voire à tacler sévèrement les hommes, de leur virilité parfois débile et de leur lâcheté parfois abusive. Et à partir des années 90, il va prendre le contre-pied de ça en faisant plus de films avec des femmes en personnages principaux. Toujours dans des road trips étranges, mais cette fois en les ridiculisant un peu plus elles, dans leur désir permanent d'amour, leur curiosité parfois mal placée, et toujours en mettant les hommes dans des situations pas possibles. Mais c'est toujours filmé avec beaucoup de tendresse et d'humilité. Merci la vie a quelques séquences très belles à ce niveau-là, de même pour Trop belle pour toi, qui montre un amour impossible entre un homme marié et une maîtresse de maison. Dans Mon homme, c'est entre une prostituée et un clochard. Dans 1, 2, 3 soleil, cette question de l'amour de jeunesse est intéressante aussi. Et ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que malgré sa position bourgeoise et sa culture qui est donc assez privilégiée, Bertrand Blier a toujours posé des regards sur les marginaux de la société, sans jamais les victimiser. Des voyous, des prostituées, des prolos, des travestis... Je parle souvent de personnages qui sont en difficulté, ou qui sont des laissés pour compte, ou des gens du mauvais côté de la rue, comme disent les Américains. J'aime ces gens-là, oui, parce que ça permet de les hisser, après de les sortir, de les monter vers quelque chose, et puis ils sont plus romantiques. Construire des films autour de ce genre de personnages et les rendre attachants dans un univers qui ne cesse de s'éloigner du réel, tout en accordant une grande importance à l'amour, cela offre de grandes idées de cinéma dans l'émotion étrange que cela évoque. Bertrand Blier arrive très justement à jouer sur la corde de la morale et à troubler les éthiques sociétales tout en accordant au sujet un regard touchant. Beau-père a été pour moi une expérience tout aussi troublante que fascinante de beauté par exemple. Cependant, comme je le disais, son cinéma commence à tomber un peu dans son propre piège à partir des années 90. En jouant sur l'absurde, Blier se met à découper son film dans tous les sens, enchaîne les tentatives de réinvention, allant même jusqu'à varier la colorimétrie de ses films. Dans Merci la vie par exemple, qui reste pour moi un véritable ovni cinématographique qui vaut le coup, et va aussi avoir tendance à percer le quatrième mur et faire dire à ses comédiens que tout ça c'est que du cinéma. Le film est d'autant plus fascinant qu'il s'abstient totalement de tout récit classique. Il est parfois même carrément incompréhensible, et à l'époque de sa sortie, un journaliste lui avait fait la réflexion à savoir pourquoi est-ce qu'il avait choisi de faire un film comme ça qui au fond est complètement, presque impossible à comprendre. Et je trouve sa réponse assez juste. Avec Merci la vie, c'est totalement impossible. Quelqu'un qui regarde les images de reportage dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incompréhensible, il n'y a aucune espèce de continuité, on ne comprend pas pourquoi ça s'enchaîne sur ça. Donc le rêve de départ, c'est quand même de raconter quelque chose qui bouscule et bascule toutes les règles de récit, toutes les histoires traditionnelles, toute la continuité d'une logique d'histoire qui fait la matière de 99,5% des films. Oui, disons que c'est plutôt une autre façon de raconter une histoire, en utilisant un style de récit différent, c'est-à-dire que comment le définir, c'est difficile. Disons que c'est un film qui ne repose pas sur le récit romanesque ni théâtral, mais qui repose uniquement sur la puissance des images mises bout à bout, c'est-à-dire sur la magie de la collure, comme on dit dans notre jargon technique. Et si on le décrit par rapport à ce film, la magie de la collure, c'est quoi? C'est coller côte à côte des choses qui apparemment n'ont pas de rapport évident. L'opposition entre une séquence et une autre qui tout d'un coup se retrouve juxtaposée dans un montage et qui forme un tout. C'est-à-dire que si on prend morceau par morceau, on pourrait dire que Merci la vie, c'est 18 ou 20 films différents et que mis bout à bout, ça forme un tout. Mais il fallait attendre la fin du travail pour en être vraiment sûr. Ce quatrième mur sera d'autant plus percé en 2000 avec son film Les Acteurs, long métrage qui met en scène les acteurs jouant leur propre rôle et discutant de leurs angoisses. Et par la suite, il fera des comédies un peu plus potaches et se mettra même à écrire des étrons un peu dégueulasses comme Pédale dure en 2007. Son dernier film, Convoi exceptionnel, va aussi rechercher ce non-sens dans les lieux et ce mur percé. Et même si le film reste très répétitif et montre que Blier a du mal à se réinventer, je ne l'ai pas trouvé sans intérêt puisque cette recherche désespérée de scénario par les deux protagonistes est une idée qui me fait beaucoup rire. Bertrand Blier est un cinéaste de l'absurde qui a su briller de par ses dialogues et sa mise en scène très codifiée et repérable très vite,
Et entre l'absence de lieu, des acteurs toujours dans une espèce de roue libre, un montage très millimétré pour doser un rythme assez unique, un ton sympathique pour les voyous mais un regard destructeur sur les hommes face aux femmes et à l'amour, son cinéma reste assez unique en son genre et m'a beaucoup marqué. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder sa filmographie si jamais vous ne le connaissiez pas trop. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos films préférés du réalisateur si vous l'aimez aussi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!